Daniel Salnave de l'Académie française, grand écrivain et qui vient de publier chez Gallimard dans la collection Tract, et c'est bien cette collection, Jojo, le gilet jaune. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Daniel Salnave, j'ai lu d'une traite votre tract publié chez Gallimard, et je vais vous dire ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que il y a eu quand même dans ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, l'élite chanson, showbiz, l'élite qui devrait être, qui aurait dû, enfin, à mon sens, être quand même assez proche, ou en tout cas comprendre ce mouvement social qui est là depuis 6 mois, à savoir le mouvement des Gilets jaunes, qu'on peut évidemment et qu'on doit critiquer, mais en même temps, il s'est passé quelque chose, et je vois que un écrivain comme vous, l'Académie française, bien sûr, et c'est très bien parce que l'Académie française, c'est vraiment l'archétype de l'officialité de la pensée et de la littérature. Eh bien, vous avez pris vraiment dans ce livre, avec beaucoup de lucidité, hein, vous ne méconnaissez pas les aspects positifs et les aspects négatifs, mais vous avez dit les Gilets jaunes, c'est quand même le peuple. Et comment vous expliquez d'abord que vous êtes une des rares à avoir fait cela ? Je ne me l'explique pas. Mais non seulement je suis une des rares peut-être à l'avoir fait, mais lorsque j'ai parlé de ce projet, autour de moi, aux proches ou un peu plus, j'ai senti une gêne. Mais de quoi, qu'est-ce que tu vas faire là ? Est-ce que tu sais bien où tu mets les pieds ? Qu'allais-tu faire dans cette galère ? Qu'as-tu faire dans cette galère ? Est-ce que tu ne vois pas telle et telle dérive ? J'ai dit, mais la question n'est pas là. Je ne suis pas en train de faire le bilan. Déjà, c'était au mois de mars quand je l'ai écrit. On n'allait pas faire déjà le bilan. Je ne fais pas le bilan, ni je ne donne pas un chèque en blanc à tout le mouvement des Gilets jaunes. Ce que j'ai pointé tout de suite, parce que ma réaction a été si vive, presque irrationnelle, et ensuite elle a été très rationnelle, c'est « je ne supporte pas qu'on parle d'eux sur ce ton de condescendance. Je ne supporte jamais, d'une manière générale, le ton de condescendance qui va quelquefois presque jusqu'au mépris. Je n'aime pas du tout qu'on dise ce sont des gens qui fument des clopes et qui roulent en bagnole. D'abord parce que le mot clope est un mot tout à fait acceptable. Ou alors diesel. Oui, en diesel. Alors là, le diesel, c'est franchement le bas du bas. Et que d'autre part, j'ai évidemment réagi peut-être encore plus vivement lorsque le président, voulant faire un mea culpa, il faut que j'arrête de formuler les choses parfois de manière qui peut choquer. Il faut que j'arrête, il faut que je fasse attention. Mais, et à ce moment-là, il rebondit, il dit, oui, mais vous autres, dans les médias, vous êtes bien coupables, car vous mettez sur un même plan un ministre et un Jojo avec un gilet jaune. Je me suis dit, alors là, ça va plus du tout. Parce que je ne vois pas qui pourrait souscrire à une phrase comme celle-là. Qu'on soit animé par une conscience chrétienne, ce qui semble être le cas du président, ou qu'on soit animé par une conscience républicaine, ce qui est mon cas, à aucun moment on ne peut dire mettre un signe d'inégalité entre un ministre et un Jojo le gilet jaune. Et surtout l'appeler Jojo. Jojo, ça veut dire Villa Jojo, ça veut dire qu'il porte un Marcel, quoi. C'est presque Dupont-la-Joie. Mais c'est Dupont-la-Joie, voilà, c'est le beauf. C'est le beauf, absolument. Et c'est ça qui vous a fait réagir. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement, peut-être aussi parce que je sentais bien depuis quelque temps une certaine dérive à gauche qui est, comme on dit, plutôt à droite qu'à gauche, mais ça m'est égal, qui est plutôt ma famille. Bien et sûr. Dans cette famille de gauche, je sentais la dérive était la suivante. J'avais le sentiment qu'on parlait avec condescendance, avec supériorité, parfois de ceux qui n'appartiennent pas aux couches ou dirigeantes, culturelles, intellectuelles, etc. Et je prends un exemple. On est en droit, et j'en fais partie, de critiquer vivement certaines des thèses de l'extrême droite. Mais quand des votes se portent vers les représentants de ces thèses, incriminer ceux qui votent ainsi, en les traitant de peuple de salauds, comme l'a fait un homme politique, pas particulièrement à gauche, alors là, je me révolte. Tapie, pour ne pas le nier, voilà, je me révolte. On ne peut pas qualifier peuple de salauds, on peut penser que c'est pas le bon choix, on peut discuter, on peut essayer de faire changer le choix. On ne dit pas peuple de salauds. Non, mais non seulement vous avez raison, mais enfin, moi je me rappelle, après même un débat catastrophique aux élections présidentielles, Marine Le Pen a fait 11 millions de personnes ont voté Front National de l'époque. Il n'y a pas 11 millions de fascistes en France. C'est grotesque. Et du coup, on nous enferme, bien évidemment. Et à votre avis, vous en parlez dans votre tract, vraiment que j'ai adoré et que je recommande, Jojo, le gilet jaune, parce que c'est ce qu'on appelle de la littérature engagée, comme on parlait Sartre à l'époque, et heureusement qu'on en fait encore. Vous dites quelque chose de très fort.
vous dites, oui, ce sont les habitants des grandes villes que nous sommes, on ne voit jamais l'autre peuple. On ne les voit pas. On ne le voit pas. Ce qui s'est produit, ce mouvement, donnons-lui le nom qu'on voudra, révolte, rébellion, colère, ce qu'on voudra, il aurait pu ne pas se passer, puisque précisément une espèce de consentement général s'empare de tout le monde, devant des situations qui pourtant sont très problématiques. Et puis il s'est passé. Et il est clair que quand il s'est passé, ce mouvement, il a surpris. C'est tout à fait différent de 68, la France s'ennuie, et il y a une révolte, mais peut-être que la France s'endormait en quelque sorte. Oui. S'endormait tout en ayant... C'est une révolte d'étudiants, beaucoup plus une révolte du peuple, il faut le dire. Oui, certainement, mais précédée d'ailleurs de quelques grèves, et rapidement suivi d'autres mouvements de grève. Les habitants des grandes villes, la bagnole, c'est ceux qui habitent en dehors des grandes villes, qui habitent dans des zones qui peuvent être éloignées en général des centres. Parfois, des zones résidentielles construites autour d'anciens villages, et où, pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre, il faut avoir 1, 2, voire 3 voitures dans une famille, même une famille avec des revenus plus que modestes. Oui. Mais il ne faut pas s'étonner aussi qu'on soit obligé d'avoir des bagnoles, puisqu'on a tout fait pour réduire le chemin de fer à des TGV et supprimer petit à petit tout les réseaux locaux. Et vous parlez même... Qui était une valeur de la République, d'ailleurs, le chemin de fer. C'est vrai. Une valeur de la République. Et on a supprimé le postier, on a supprimé... vous parlez même des bistrots, dans les zones, il y a des tas de zones, il n'y a plus un bistrot, sans parler des hôpitaux, sans parler des maternités, sans parler de tout cela. Bien sûr. Ouais. Donc, on a affaire à une population qui, dans un premier temps d'ailleurs, l'a plutôt bien vécu, le fait d'être obligé de quitter les centres-villes, où les loyers étaient trop élevés, où l'achat était impossible, de partir. Plutôt bien vécu. Après tout, il y aura un jardin, c'est bien pour les enfants, il y aura le bon air et tout. Et puis, au bout du compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire des horaires difficiles, une circulation importante, être obligé d'avoir plusieurs voitures. Et à ce moment-là, les 2 phénomènes qui ont déclenché cette révolte, c'est les 80 km/h. On n'a pas très bien compris pourquoi 80 ou le 90, ça a tout de suite coincé. Et puis ensuite, la taxe carbone, donc, qui est considérée comme vraiment injuste, puisqu'elle fait porter sur ceux qui sont victimes d'un système une des conséquences. La charge. Alors, non, la charge, non. Oui. Et alors, justement, vous parlez... il y a eu ça, et est-ce que ce n'est pas en fait un signe, parce qu'on parle des élites et du peuple, et est-ce que ce n'est pas un signe, beaucoup d'essayistes ont parlé de la sécession des élites. Vous savez, qui sont partis un peu partout, qui se sentent bien, et pourquoi pas, à Yokohama, comme à Paris, comme à Tokyo, comme à Chicago. Et est-ce que ce n'est pas pour vous, vous savez, c'est un essayiste américain qui disait, au fond, c'est les gens somewhere contre les gens anywhere. C'est-à-dire les gens qui sont de quelque part avec les gens qui peuvent être de n'importe où. En France, en tout cas, c'est une rupture par rapport à... Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui des menaces qui ébranlent la République. On les focalise presque uniquement sur les questions de religion et de communautarisme. Moi, je crois qu'il y a d'autres menaces qui ébranlent la République. En particulier, le fait qu'on ne comprenne plus, qu'on ne pratique plus, et quand on en a été bénéficiaire, qu'on ne rende pas hommage à ce qu'on a appelé l'élitisme républicain. On le critique, on considère que, au fond, c'est une illusion. Ce n'est pas vrai. L'école, pendant longtemps, sans pouvoir résoudre toutes les inégalités, mais c'est pas son rôle, jouait un rôle très important, puisqu'elle permettait, la méritocratie, elle permettait aux enfants issus de milieux modestes, populaires, grâce à l'école et aux études qu'ils faisaient, d'accéder à des fonctions, à des postes. Moi, je veux un exemple qui est très simple. Il y a moins d'enfants aujourd'hui issus des couches populaires ouvrières dans les grandes écoles que dans les années 70. Comment c'est possible, ça? On n'a pas arrêté de réformer l'école pour aller dans le sens de l'égalité des chances. Cette égalité des chances, elle s'effondre. Alors on me dit, oh mais tu sais, tes fameux gilets jaunes, ils réclament rien du côté de l'école. Peut-être parce qu'ils sont déçus, peut-être parce qu'ils ont le sentiment que l'école n'accomplit plus ce trajet. C'est pourquoi l'idée de supprimer l'ENA, ça m'a fait penser à ce que disait mon père, on casse le baromètre pour faire du beau temps. Oui. Il ne s'agit pas de supprimer l'ENA, il s'agit de faire, comme l'a dit très bien Jean-Louis Debré, que l'école fasse tout pour que les enfants de milieux, comme on dit modestes, j'aime pas trop, de milieux populaires, ouvriers, etc., fassent des études, acquièrent un bagage qui leur permette, par concours différents, d'aboutir à entrer à l'ENA. C'est pas la supprimer dans ce cas-là. Non, bien sûr. Permettre un recrutement qui soit davantage ancré dans les couches qui sont les couches qui produisent le travail
Et donc la richesse, car la richesse, c'est ceux qui travaillent qui la Oui, vous avez d'ailleurs une phrase formidable. Je ne sais pas, c'est pas Victor qui disait, c'est dans votre livre, qui disait, mais écoutez, qui a produit tout cela, les pyramides, qui a apporté les pierres, etc. C'est formidable. Alors j'ai fait exprès, j'ai pris des citations dans des lieux où on ne va plus. Je me suis même permis de citer l'apostrophe de Staline à Churchill. Oui, et M. Churchill parle des petites gens avec une certaine condescendance. C'est quand même les petites gens dont le vote a fait échouer M. Churchill. Mais il faut dire que Staline ne se préoccupait pas trop des petites gens non plus. Eh bien non, mais je trouve que cette phrase est amusante. Et les envoyait aussi au goulag comme les... Mais il est clair que ce chemin-là fait que il n'y a plus de considération pour, en effet, ceux qui sont en bas ou plus bas. J'aime pas beaucoup les métaphores en haut et en bas. Mais quand on parle des premiers de cordée et qui vont tirer les autres, ça veut dire qu'il y en a qui sont en haut et d'autres qui sont derrière, qui sont en bas. Et celui qui est en bas, oui, c'est un poème de Brecht que je cite, qui dit « Question que pose un ouvrier qui lit ». On lui fait admirer la forteresse, la citadelle de Thèbes. Qui l'a construite? Et je cite à ce moment-là un propos entendu de mes oreilles, visitant il y a fort longtemps, je n'ai jamais oublié, un château de la Loire, un des nombreux châteaux de la Loire, près de chez moi. J'entends une dame qui dit tout bas à sa fille, en montrant l'immense parquet, quel boulot pour entretenir tout ça. Eh bien, je pense qu'il y aurait des gens capables de regarder ça avec un petit sourire légèrement condescendant. Mais elle dit une vérité sur le monde. Bien sûr qu'il faut admirer la beauté du parquet, mais il faut voir aussi ceux qui l'ont construit, ça va ensemble. Et il faut que ceux qui l'ont construit puissent accéder, évidemment, à la visite du château, à profiter de ce qu'est le château. C'est sûr. On va continuer à parler du peuple, des élites, avec Daniel Salnave. Continuons à parler avec Daniel Salnave de l'Académie française, qui a écrit un merveilleux petit livre, Jojo, le gilet jaune, où elle remet les pendules à l'heure et franchement, et remet à sa place un certain nombre de mauvais préjugés. Daniel Salnave, au fond, vous le dites d'ailleurs dans le tract, il y a un tract, c'est la collection Tract de chez Gallimard, vous dites au fond, moi, mes parents, je sais qu'ils m'ont apporté, je sais d'où je viens, etc. C'est très important pour moi. J'ai eu souvent des débats, y compris avec des amis qui me disent « mais on n'a pas à avoir une fierté ou un rejet de son origine, on est là où l'arbitraire de la naissance vous place ». C'est vrai. Mais moi, il se trouve que je suis fille d'instituteur, ma grand-mère aussi était institutrice, il y a eu dans ma famille, ceux qui n'étaient pas instituteurs étaient cheminots. Et tout ça va tout à fait d'ailleurs de pair avec ce qu'a été la République par rapport aux couches populaires. La République permettait en effet à ses enfants, grâce à l'école, tantôt de devenir instituteur, tantôt d'entrer dans les chemins de fer pour être fonctionnaire. Voilà pourquoi je suis toujours mal à l'aise d'ailleurs devant la critique. Oui, je pense qu'il y a des critiques justifiées sur certains points, mais globalement, je les défendrai plutôt. Mais des parents instituteurs, mais des grands-parents qui étaient ouvriers agricoles ou vignerons, puisque je suis né dans la vallée de la Loire. Et non seulement, j'en ai pas honte, mais le mot même, ça me fait rire, mais j'en suis fier pour deux raisons. D'abord parce que ces vignerons et qui ont voulu, ouvriers, artisans peintres, qui ont voulu que leurs enfants, petits-enfants fassent des études et s'en sortent. Est-ce qu'ils voulaient qu'ils s'élèvent socialement? Je ne le crois pas. Ils voulaient d'abord sortir de la précarité. Et être fonctionnaire, c'est pas déshonorant, c'était devenir instituteur ou cheminot, mais c'était au service de quelque chose. Bien sûr. Quand on est instituteur et cheminot, on est au service de la République, on la transmet, on l'installe, on lui donne ses racines. Donc je suis fier de cela. Et ils voulaient en effet cela. Et donc, le rendre hommage, c'est le rendre hommage sur deux raisons. D'abord, pour cette volonté qu'ils avaient, que leurs enfants s'en sortent dans ce sens-là, mais aussi pour les valeurs dont ils étaient porteurs. Moi, j'ai la chance d'être né dans un village d'Anjou, dans une région pas très républicaine, très, très catholique, où mes parents étant instituteurs publics, c'était quelque chose d'un peu conflictuel. Oui. Donc, j'ai vécu ce conflit-là. Mais en même temps, j'ai profité de cette façon d'être qui était ceux des vignerons, des gens de la campagne, d'une vraie sagesse, d'un humour, d'une façon à la fois raisonnable et parfois un petit peu secrète, de ne pas en penser, pas moins. Et puis le savoir, la connaissance, ça jouait, c'est important. Du monde, la méritocratie, tout ça, oui. Voilà, à la fois le respect
du travail des mains, du travail du vignoble, qui est un travail extrêmement subtil, et aussi le respect de l'instituteur qui leur apporte des livres et qui leur apporte aussi la possibilité que leurs enfants trouvent un bon métier. Et Daniel Sanlave, malheureusement, c'est fini tout ça. Et c'est fini, c'est ça. Et aujourd'hui, enfin, des générations plus tard, qui on voit sur les ronds-points ou dans les rues, eh ben quoi, les petits agriculteurs, les petits commerçants, les petits artisans, les retraités, etc. Des aides-soignants. Qui ont l'impression d'avoir été complètement largués, oui, mis à l'écart. Ils ont le sentiment que, bien évidemment, la République a ses grandes proclamations, l'égalité de tous devant la loi, les hommes naissent libres et égaux en droit, etc. On a le droit de vote et on l'exerce. Et moi, je suis pour, il faut évidemment ne pas s'abstenir. Mais en même temps, le sentiment qu'ils ont, c'est qu'une fois que cette consultation a été faite, c'est fini. Il n'y a pas de retour. Rentrez chez vous, on vous retrouve dans 6 ans. Et puis, on vous dira ce qu'il faut faire. Voilà. Et moi, je n'aime pas trop que le pouvoir soit uniquement vertical. Qu'il y ait, bien évidemment, des compétences qu'on acquiert, qui doivent être transmises, ça va de soi. Je ne pense pas du tout que tout le monde doit régler tous les problèmes également. Que Jojo, comme dirait, voilà, va aller diriger un hôpital. La question n'est pas là. C'est que Jojo, sa femme et ses enfants, ils ont un point de vue sur le monde. Ils voudraient bien qu'on l'entende et qu'on ne le considère pas comme taisez-vous, il n'y a rien à voir, circulez, il n'y a rien à voir. Et en plus, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est ça, et je ne veux pas. De manière générale, je pense qu'il n'est pas bon de considérer que je sais mieux que vous. D'où un propos que j'épingle aussi, qui était un conseiller ou un responsable de la majorité disant « Oui, on a eu tort, on a mal expliqué ce qu'on voulait faire, on a peut-être été trop intelligent. Oui, » Moi, comment peut-on dire ça? Alors, on m'a dit « Ça lui a échappé. » Eh ben, c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. Et alors, vous avez quelque chose aussi dans votre livre que j'ai bien aimé, et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai. Il dit « Mais enfin, vous parlez du pouvoir d'achat, mais ce n'est pas un droit de l'homme. Oui, j'ai trouvé pas inscrit dans la Constitution. Non, c'est formidable. Ah oui, le pouvoir d'achat, mais oui, mais le pouvoir d'achat, c'est pas un... Eh ben oui. Voilà. Et tout d'un coup, on semblait découvrir, avec un petit peu aussi de commisération, que ça ferait une différence de 30 € par mois ou de 100 € par an. Eh bien oui, il y a des gens, et peut-être qu'on le découvre à ce moment-là, il y a des gens, et qui sont plus nombreux qu'on ne croit, pour qui la différence de 30 ou de 50 € par mois est une vraie différence. Et pas seulement les retraités à petite retraite, mais aussi une femme qui élève seule plusieurs enfants, etc. Donc, tout cela, c'est une espèce d'aveuglement. Alors, le corollaire de cela, c'est que je découvre que depuis, ne remontons pas au calende grec, remontons à l'avant-guerre et allons jusqu'à maintenant. Oui. Les grandes politiques d'éducation populaire ou de culture qui étaient à droite avec les maisons de la culture de Malraux, mais aussi l'honneur de la gauche. Oui, absolument. Le Front populaire, Jean Zay, au lendemain de la guerre, etc. Oui, et voilà, et Léo Lagrange, le lendemain de la guerre, au lendemain de la Libération, le Théâtre national populaire de Jean Villard, proche du Parti communiste, où il n'était pas inscrit. Et, quelle que soit la sévérité qu'on peut avoir contre le communisme stalinien, le communisme municipal a été un ensemble de réalisations culturelles de grande envergure et avec des effets extrêmement positifs. Et malheureusement, la ceinture rouge, c'est fini. Oui. Et à la place, on a peut-être en effet une certaine déshérence et les tentations communautaristes ou d'éclatement inévitables. Mais ça, il faudrait en passer 5 heures. C'est pourquoi justement tous ceux qui votaient communistes, enfin tous ceux, une grosse majorité, votent aujourd'hui soit Front National, soit s'abstiennent parce qu'ils ont été extrêmement déçus par toute une politique dite de gauche. Enfin bon, la droite n'ayant pas fait mieux. Depuis 40 ans, en fait, ils adhèrent tous, vous l'avez dit, au libéralisme économique, à l'économie de marché telle qu'elle est, sans du tout la mettre en... Il n'y a pas d'alternative, le fameux TINA. Le fameux TINA. Alternative. Oui, voilà. C'est Thatcher. Ouais. Il est certain que... On a l'impression que... j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Et pourtant, il faut le faire. Il faut bien voir que la France, à juste titre, est fière de l'offre culturelle. C'est vrai. Théâtre subventionné, librairie et médiathèque, c'est un des rares pays qui ait les deux réseaux. Mais l'offre ne suffit pas si on ne travaille pas à construire la demande. Or, la demande culturelle, on a vu qu'elle était faible. Les Gilets jaunes n'ont pas réclamé d'ouverture d'heures de bibliothèque, etc. Eh bien, ça m'attriste beaucoup. Parce qu'il y avait des préoccupations, hélas, plus oui, immédiates. Mais aussi parce que l'offre culturelle est parallèle à l'existence concrète de beaucoup de gens qui appartiennent de près ou de loin. Parce que les Gilets jaunes sont petit nombre, mais beaucoup de gens après tout. Après tout, ils ont toujours près d'un Français sur 2 qui ne désapprouve pas leur mouvement. C'est pas mal. Oui, ce qui reste au bout de 6 mois, ce qui est quand même pas mal du tout. Assez mais étonnant. La demande, c'est-à-dire travailler dès l'enfance, par l'école, le goût des livres, eh bien ça, il faut le fabriquer. On met des boîtes à livres dans tous les villages. Est-ce qu'on se soucie de savoir si véritablement elles vont être
utilisé. En fait, il faudrait retrouver les hussards noirs de la République. Mais je le crois. Mais je me sens très proche de ce que disait Peggy, qui est fière de sa mère, qui est rempailleuse de chaises, et qui dit quand un homme du peuple se retourne vers le passé, eh bien, au bout de 2 générations, il se heurte au mur de l'anonymat. Mais il ajoute une phrase magnifique, et il s'enfonce avec joie dans cet immense anonymat. Moi aussi, ce sont les miens. Donc les miens, eh bien, ils ont produit à la fin du 19e et au milieu du 20e 1 ou 2 générations d'instituteurs. C'est un marchepied énorme. Eh bien, je me retourne vers eux, je les remercie. Ils ne sont plus là pour que je leur dise en propre, mais je le pense profondément. Je pense que nous devons, si nous sommes des républicains conséquents, de droite ou de gauche, nous devons considérer que ce que la République peut nous accorder, nous devons le lui rendre d'une manière ou d'une autre. Nous le lui rendons comment ? Si on est instituteur ou si on est professeur, directement, mais plus généralement en ayant cet aller-retour permanent. Et si on est de l'élite, en tendant la main à ces populations, non pas par charité, non pas, mais parce qu'on a par fraternité. Absolument, et par désir de construire ensemble. On ne va pas construire un monde juste pour les autres, on le construit ensemble. Et alors vous me direz, oh mais j'ai les gilets jaunes. On va à ce moment-là, je vais être assourdi, on va me jeter des propos intolérables. Bien sûr, il y en a eu beaucoup, mais vous savez, comme disait Figaro, à propos du peuple, aux qualités qu'on demande à des domestiques, je connais peu d'aristocrates qui seraient dignes de l'être. Eh bien, aux qualités qu'on demande au peuple, je connais peu d'élites qui seraient dignes d'en faire partie. En fait, on se demande si ces élites qu'on connaît, tout ça, et il y en a très bien. Moi, je ne suis pas anti-élite primaire, le problème n'est pas là. Je ne veux pas. D'accord. En revanche, on se demande, c'est ce que disait Christophe Guilluy, s'il ne faudrait pas qu'il se rapatrie quelque part. Quand il se rapatrie, pas au sens nationaliste du terme, au sens de retrouver une population qui est là et qu'ils ont complètement délaissée. Mais je crois que le premier mouvement, c'est d'écouter des gens qui demandent à être entendus. Ils demandent à se parler entre eux, ce qui est énorme. Oui. Puisqu'on voit des femmes sur un rond-point disant « on habite tout près, mais on ne s'était jamais parlé. On se parle sur le rond-point. » Vous savez, le rond-point, c'est un peu l'agora des Grecs, le forum des Romains. Le rond-point, c'est un lieu où on se parle. Mais c'est un lieu où on parle. Il faut entendre. Alors, on entendra des choses qui ne seront pas sympathiques, des choses qu'on rejettera. Eh bien, on discute avec eux, mais on ne les rejette pas globalement. Exact. En tout cas, on est très heureux de parler avec Daniel Salnave. Et on est très heureux, et lisez vraiment Jojo, le gilet jaune. Encore une fois, gilet jaune, ça va sûrement entrer à l'Académie française. Je ne sais pas quand, mais je le pense. Absolument. Merci à vous, André Berkoff. Je rappelle la référence de ce livre. Jojo, le gilet jaune. Vous tous qui écoutez Sud Radio, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies aux éditions Gallimard. On remercie son auteur, donc Daniel Salnave, qui était l'invité d'André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cet entretien et toute l'émission en podcast sur sudradio.fr. Vous pouvez revoir également la vidéo de cette émission sur la page Facebook de Sud Radio. André Berkoff, dans tous ses états, revient demain à midi, de midi à 13h en direct sur Sud Radio. Quoi qu'il en soit, la journée continue puisque dans quelques instants, nous retrouverons Jacques Pessis. Jacques Pessis, pour les clés d'une vie, reçoit son invité du jour, Jacques Attali, l'ancien conseiller spécial de François Mitterrand. Une vie pleine de réalisations, justement, qu'il nous raconte sur Sud Radio. En tout cas, dans quelques instants, nous referons un point, bien entendu, sur les informations. Excellente journée à vous sur Sud Radio.